Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, avec Guillaume, on va parler d'immobilier et de fiscalité. La SCI est-elle une niche fiscale pour investir dans l'immobilier ? Tout d'abord, je souhaite une bonne année à tous nos auditeurs et on va maintenant pouvoir aborder le sujet. Guillaume, je te laisse également souhaiter tes meilleurs vœux. Meilleurs vœux à tous, et pour bien commencer cette année 2024, on va explorer ce sujet brûlant de la société civile immobilière. Est-ce que pour l'investissement immobilier, il faut forcément passer à travers une SCI ? Est-ce la meilleure voie dans votre cas, dans votre situation ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Et déjà, on va commencer par définir ce que c'est qu'une SCI. C'est une société civile immobilière et on va voir pourquoi on devrait faire une SCI avant d'aborder le sujet brûlant, la fiscalité de la société civile immobilière. Et pour commencer, Jérémy, est-ce que tout le monde peut créer une SCI et comment est-ce que ça se constitue ? Est-ce qu'on peut le faire seul ou pas ? Déjà, la première réponse est oui, tout le monde peut créer une SCI, mais attention, vous devez être au minimum 2 pour créer une société civile immobilière. On appellera ça 2 associés. Vous pouvez tout à fait être 3, 10, 30 associés. Il n'y a pas de sujet au niveau du nombre d'associés maximum, mais il y a un minimum à respecter et c'est le nombre de 2 associés. La SCI, elle sert à avoir une gestion patrimoniale, car quand on crée une société civile immobilière, on va devoir également passer par les statuts. Et oui, les statuts permettent de poser les règles de gestion et également de gérant. Qui va gérer la société civile immobilière ? Donc la SCI, on le comprend, elle peut aussi servir d'outil pour la transmission du patrimoine. Par exemple, des parents peuvent constituer une SCI avec l'objectif de transmettre à leurs enfants des biens immobiliers qui seront détenus à l'intérieur de cette société civile immobilière. Ça répond aussi souvent à un objectif de protection. On parle par exemple souvent, nous, dans nos podcasts et dans les échanges qu'on a de régime matrimonial ou de concubinage, de Pacs. La SCI peut par exemple permettre de se protéger entre concubins en faisant une donation démembrée de parts. C'est des choses qu'on a déjà évoquées également. Et on va regarder comment est-ce que ça se passe aussi pour la capacité d'endettement. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a un changement en passant par une société ou alors c'est la même chose qu'en direct ? Et oui, vous l'avez compris, quand on crée une société civile immobilière, c'est pour gérer un parc immobilier ou tout simplement un premier immeuble ou un premier bien immobilier. C'est pour acheter un bien immobilier par le biais d'une personne morale, cette société civile immobilière. Cette personne morale, elle a une capacité d'endettement propre à elle, mais attention, en fonction de la fiscalité que vous allez choisir, la capacité d'endettement personnelle sera regardée. Si on est à l'IR, on va bien entendu regarder la situation de chaque associé d'un point de vue personnel. Alors que si on est à l'impôt sur les sociétés, l'IS, à ce moment-là, on va plutôt regarder la capacité d'endettement de la SCI et regarder sa propre capacité d'endettement. Bien sûr, si celle-ci est dépassée, il va falloir aller regarder forcément les associés également. Sachez que la banque, dans tous les cas, regarde la capacité d'endettement des associés à titre personnel avant de regarder la capacité d'endettement de la société. Bon, on comprend qu'il y a pas mal d'avantages du coup à utiliser une SCI, c'est sûrement pour ça que pas mal d'investisseurs l'utilisent d'ailleurs, mais il y a également forcément des inconvénients à utiliser la SCI. Ici, on peut parler des frais de création, parce que vous allez avoir des frais de rédaction des statuts, des frais de création de la société, vous allez avoir une gestion avec un expert comptable peut-être à payer tous les ans et des contraintes administratives parce que vous êtes dans une société civile immobilière, c'est bien une société et donc il faut aussi avoir des assemblées pour prendre les décisions, ce n'est pas aussi simple que si on est directement propriétaire d'un bien immobilier. On a balayé très rapidement les avantages et les inconvénients de la société civile immobilière. On avait fait un autre podcast à ce sujet. Aujourd'hui, on veut s'arrêter avec Guillaume sur la comparaison fiscale entre passer par une société civile immobilière à l'IR ou à l'IS ou tout simplement acheter un bien immobilier en direct, qu'il soit meublé ou nu. Et avec Guillaume, on va commencer par la fiscalité en cours de vie, c'est-à-dire la fiscalité tous les ans que vous devez payer en fonction du choix pour lequel vous avez opté. Tout d'abord, par la SCI à l'IS, quelle est la fiscalité si on choisit une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés ? Eh bien, Jérémy, la fiscalité quand on est sur une SCI à l'IS, c'est une fiscalité qui va être plus avantageuse en général que à l'IR. Pourquoi ? Parce que l'IS, c'est 15% sur les 42 500 premiers euros perçus. Ensuite, on sera à 25% pour tout ce qui va dépasser ces 42 500 euros. Et si on est dans une stratégie où on veut se distribuer des revenus, il ne faut pas l'oublier qu'il y aura en plus de ça
30% qui correspondent au versement de dividendes et au PFU qu'on a à payer sur les versements de dividendes. Et Guillaume, maintenant, si on n'a pas choisi la SCI à l'IS, mais à l'IR? Eh bien, à l'IR, on va être sur la fiscalité des revenus fonciers. Donc, c'est très simple. On a la tranche marginale d'imposition. Ça peut être 0, 11, 30, 41, 45%. Et en plus de cette tranche marginale d'imposition, on va payer les prélèvements sociaux de 17,2%. Donc là, vous le comprenez, vous faites vite le calcul dans votre tête. Si vous êtes à une tranche marginale de 30%, de 41 ou de 45, c'est très vite confiscatoire sur vos revenus fonciers. Et donc, il faut réfléchir à des stratégies d'optimisation. On comprend, en tout cas, que la SCI la plus intéressante pour ce que vous allez percevoir en cours de vie, c'est l'IS, très clairement. Tout à fait, Guillaume. Dans le premier cas, l'IS, c'est la société qui paye les impôts, alors que dans le second cas, ce sont les associés qui payent. Et pourtant, ils n'ont même pas reçu les loyers. Car on est d'accord, les loyers restent dans la société. Exactement. Ici, on a rajouté justement dans l'IS que si on voulait se distribuer, il y aurait ces 30% supplémentaires. Mais la stratégie peut tout à fait être de laisser les revenus à l'intérieur. Et là, du coup, à l'IS, on est soit qui à 15%, soit une partie à 15% et ensuite à 25%. Là, c'est vraiment intéressant si on est dans une stratégie capitalisante. Et maintenant, comparons à l'immobilier en direct. Si on est en location meublée et qu'on utilise le fameux régime du LMNP, la location meublée non professionnelle, comment est-on imposé? Il y a le LMNP, tout le monde le sait, c'est l'une des dernières niches fiscales, c'est ce qui ressort souvent, le loueur meublé non professionnel. C'est extrêmement intéressant puisque bien souvent, sur les premières années, on va être à 0 € de fiscalité grâce à cet outil magique que l'on appelle l'amortissement comptable qui va pouvoir être utilisé, qui va pouvoir venir réduire globalement et totalement, bien souvent, notre base imposable. Et au niveau des revenus fonciers, si on fait de la location nue, quelle est la fiscalité? Je crois qu'il y a deux systèmes, microfoncier ou réel, c'est bien ça, Guillaume? Et oui, Jérémy, quand on parle de revenus fonciers, si on choisit le régime du microfoncier, on aura d'abord un abattement de 30% qui va s'appliquer sur les revenus qu'on a perçus, et ensuite, on est imposé selon notre tranche marginale d'imposition, et on rajoute les prélèvements sociaux qu'il ne faut jamais oublier. Et donc au réel? Et au réel, eh bien ici, on n'aura pas d'abattement. Par contre, vous avez sûrement, si vous avez choisi le réel, des frais à déduire. Donc, on parle des frais pour les travaux que vous avez pu faire, des frais correspondant aux charges de copropriété, à la taxe foncière, etc. Donc, vous comprenez que c'est intéressant si ces frais représentent plus que 30%. Sinon, optez pour le micro directement. Dans tous les cas, la fiscalité des revenus fonciers, elle est plus lourde que si on est au LMNP ou que si on est sur les sociétés civiles immobilières à l'IS, par exemple. On le rappelle, Guillaume, on peut opter pour le microfoncier si ses revenus sont inférieurs à 15 000 €. Au-delà, on est directement au réel. Pour l'exemple, je vais prendre un exemple très concret d'un logement loué à 10 000 € par an avec des charges de 2 000 € et un amortissement comptable de 8 000 €. On va calculer la fiscalité. Dans le cas de l'IS, la base imposable est de 0 grâce à l'amortissement comptable, donc la fiscalité est tout simplement de 0 €. Dans le cas de l'IR, la base imposable serait de 7 000 € car on choisirait le microfoncier qui est plus intéressant car les charges sont inférieures à 30%. Donc 10 000 moins 3 000 fait 7 000. Et si on a une tranche marginale d'imposition à 30%, on serait imposé à 47,2% sur ces 7 000 €, soit 3 304 € d'impôt. Donc dans le cas d'une SCI à l'IS, 0 € d'impôt. Dans le cas d'une SCI à l'IR, 3 304 € d'impôt alors que vous n'avez pas touché les loyers. Et c'est ça qui est compliqué. Dans l'immobilier en direct, vous percevez les loyers. Dans le cas du LMNP, grâce à l'amortissement comptable, vous retrouvez de nouveau une fiscalité à 0 €. Alors que dans le cas des revenus fonciers, si vous optez de nouveau pour le microfoncier, vous aurez la même fiscalité que la SCI à l'IR, soit 3 304 € d'impôt. Mais cette fois-ci, vous allez bien percevoir les loyers. C'est la distinction entre la SCI à l'IR et les revenus fonciers en direct. Mais du coup, Jérémy, quel est l'intérêt de faire une SCI à l'IR? Parce qu'on voit, on ne perçoit pas les loyers, pourtant on paye la même chose que si on avait investi en direct et qu'on touchait des revenus fonciers, mais au moins on les touche, on peut payer l'impôt avec ces revenus-là. Et bien pour les autres avantages qu'on a détaillés déjà au-dessus, pour la gestion patrimoniale, pour la transmission, pour la fiscalité, en cas de revente. Et on va y venir, la fiscalité en cas de revente de la SCI à l'IR est intéressante, mais sachez-le, le vrai avantage d'une société civile immobilière, c'est de pouvoir préparer, de pouvoir anticiper sa transmission, mais également de pouvoir mettre une gestion en place au lieu d'être dans une indivision où, par exemple, entre frères et sœurs, l'un des deux frères ou l'une des deux sœurs ferait toute la gestion et ne demanderait rien. On pourrait avoir une sorte d'injustice. Dans une société civile immobilière, on peut mettre un salaire pour le gérant qui travaille pour la société civile immobilière. Donc, c'est vrai que la SCI a ses avantages et ses inconvénients. On l'a vu sur la fiscalité. Tout à fait, mais c'est très clair comme ça. Et donc, on va passer à la fiscalité en cas de revente. Et cette fois-ci, on va parler de toute la fiscalité si on revend un bien immobilier entre SCI-IS, SCI-IR et immobilier en direct.
Et Jérémy, comment est-ce que ça se passe pour la fiscalité en cas de revente? Comment est-ce qu'on est imposé sur la plus-value qu'on va réaliser à l'IS? Eh bien, à l'IS, on va reprendre les amortissements en fonction de la durée de détention. C'est ça la problématique. Ça veut donc dire que la plus-value ne va pas être une plus-value comme on pourrait voir dans un bien immobilier. Vous achetez 100, vous revendez 150, vous avez 50 000 euros de plus-value. Non, car ici, à l'IS, on va rajouter les amortissements qui ont été pratiqués. Donc, votre plus-value sera de 50 000 euros, plus l'ensemble des amortissements pratiqués en fonction de la durée de détention. Donc oui, la plus-value imposable va être lourde, et cette plus-value va être fiscalisée à 15% jusqu'à 42 500 euros, puis à 25% au-delà. Et si vous souhaitez distribuer, vous allez avoir 30% d'imposition supplémentaire pour les dividendes. Il y a des montages qui existent, On pourrait rajouter une holding au-dessus pour éviter cette fiscalité de dividendes et pour réinvestir ces liquidités dans d'autres objectifs financiers. Et qu'en est-il du coup pour la SCI à l'IR? Est-ce qu'elle se rattrape sur la plus-value? Tout à fait, la SCI à l'IR se rattrape. Elle va cette fois-ci bénéficier de la fiscalité de l'immobilier en direct. Donc, on va pouvoir mixer les deux. Pour une SCI à l'IR ou pour une vente d'un bien immobilier, que ce soit en LMNP, en revenu foncier ou n'importe quel autre régime en direct, sauf la location meublée professionnelle qui est à part, ici, on bénéficie de la fiscalité des particuliers en cas de revente et donc on a des abattements pour durée de détention. Et sachez qu'au bout de 30 ans, il n'y a aucune fiscalité. Ah oui, effectivement, là, ça devient très intéressant. On va prendre un exemple quand même pour être concret pour ceux qui nous écoutent. Sur un logement, imaginons que l'on a acheté 200 000 euros, on réalise une plus-value 30 ans plus tard, 200 000 euros. C'est-à-dire qu'on a une vente qui se fait à un prix de 300 000 euros. Eh bien, à l'IS, on va reprendre les amortissements, comme tu l'as dit, Jérémy, et on vend au bout de 30 ans. Donc, on a tout amorti. On va donc avoir finalement une fiscalité qui va se faire sur les 300 000 euros et non pas sur les 100 000 euros de plus-value seulement. Et dans le cas d'une SCI à l'IS, la fiscalité sur un bien qui serait vendu 300 000 euros, ici, la fiscalité pour la SCI à l'IS serait donc de 70 000 euros sur cette vente. On a été imposé à 15% sur les 42 500 premiers euros et à 25% au-delà. Et tu en as parlé également, si on veut percevoir cette vente, on va devoir payer de l'impôt sur les dividendes qu'on va se verser. Ici, l'impôt, il est de 30%. Et donc, on comprend qu'à l'IS, si la stratégie, c'est de revendre in fine le bien, eh bien, c'est pas si intéressant que ça. Mais il y a d'autres choses pour éviter cet impôt. Enfin, à l'IR, là, c'est très simple. On a vendu le bien 300 000 euros, mais on a des abattements pour durée de détention. Et donc, on est après 30 ans, il n'y a aucune fiscalité. Le calcul, ici, très simple. Ça aurait été la même chose si on avait eu le bien en direct. On aurait également eu les abattements pour durée de détention. Et donc, on n'aurait pas non plus d'imposition à payer sur la plus-value réalisée. Pour la SCI à l'IR ou pour l'immobilier en direct, sachez que c'est en fonction du nombre d'années. Si c'était au bout de 10 ans, il y aurait eu des abattements et on aurait une fiscalité qui serait à 19% plus 17,2%, soit 36,2% du montant de la plus-value, et non pas avec les amortissements cette fois-ci, après abattement. Ça veut donc dire qu'on a une fiscalité qui est bien plus avantageuse quand on vend en direct ou par le biais d'une SCI à l'IR. Et pour la SCI à l'IS, il existe de nombreux montages pour, par exemple, transmettre en anticipation, pour pouvoir mettre une holding et faire un pacte Dutreil. Il y a plein de solutions pour éviter cette lourde fiscalité. Sachez qu'un prof nous a toujours dit « Prenez la fiscalité qui est intéressante aujourd'hui, car celle de demain est incertaine. » Eh bien, je pense, Jérémy, qu'on peut passer à la conclusion. On rappelle les grandes étapes de ce podcast, ce qu'on a expliqué, que la société civile immobilière, elle doit être utilisée quand vous voulez mieux gérer votre patrimoine, gérer une indivision et la gérer avec la rédaction de statuts qui peuvent être personnalisés par un accompagnement professionnel, par un expert qui vous accompagnera sur ces statuts-là. Elle servira pour optimiser et maîtriser votre transmission et elle va pouvoir permettre de choisir la fiscalité entre l'IS qui, on l'a compris, est plus intéressante en cours de vie sur les revenus qu'on va percevoir, ou l'IR qui est plus intéressante si on veut revendre le bien à l'avenir et donc profiter d'une fiscalité allégée par les abattements ou supprimer totalement après 30 ans. Et vous l'avez compris, vous devez vous faire accompagner sur ce type de sujet car la question est plus complexe que prévu. On a essayé d'y répondre le plus simplement possible. Il existe plein d'autres situations dans lesquelles un conseiller en gestion de patrimoine est nécessaire. J'ai envie de vous inviter à aller écouter l'épisode numéro 10, comment diminuer la fiscalité de votre investissement immobilier locatif. Cela vous permettra d'en savoir un petit peu plus suite à ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié notre podcast, mettez-lui 5 étoiles car cela nous aidera à créer et à continuer à créer du contenu de qualité. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.